Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite au nom de notre festival une cordiale bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi à notre invité Jean-Pierre Filiou, qui est maintenant devenu un habitué de Genève, puisque c'est la deuxième ou la troisième fois. La dernière fois, c'était aussi invité par la Maison de l'Histoire. Le festival n'aura pas de sens sans, bien sûr, un regard, sans s'arrêter sur une tragédie qui se déroule sous nos yeux, à Genève particulièrement, où à la 6e année de cette guerre, nous sommes arrivés à 5 rounds de négociations diplomatiques, 3 envoyés spéciaux des Nations Unies pour la Syrie, une moitié de la population qui est entre déplacés et exilés, environ 500 000 morts. Le dernier rapport d'Amnesty International parle de centaines, bien sûr, de pendaisons dans les prisons, sans parler de torture, une infrastructure qui ne tient plus. Cette situation qui aujourd'hui nous dépasse, et tous les juristes nous disent qu'ils n'ont jamais assisté à une telle tragédie, alors qu'on avait parlé au lendemain du Rwanda, jamais ça, plus jamais ça. Le regard que Jean-Pierre Filiou va jeter sur la Syrie est un regard un peu particulier. C'est un historien, c'est un professeur d'histoire à Sciences Po, à Paris. Il a enseigné à l'université de Columbia à New York et de Georgetown, et il est l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle « Le miroir de Damas, Syrie, notre histoire ». J'ai parcouru un petit peu ce livre, et ce qui m'a alerté, c'est ce parcours, ce déplacement que vous faites entre une actualité macabre et certaines stations historiques qui ont fait d'abord l'histoire de la Syrie, mais aussi l'histoire de nos rapports avec la Syrie. Et c'est pourquoi je me réjouis avec tous les présents ici, donc, de vous écouter pour nous parler un petit peu des stations qui vous ont marqué et que vous relatez dans ce livre. Encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, chers collègues, cher Asni Abidi. Merci à la Maison de l'Histoire qui me fait l'honneur et le plaisir d'intervenir pour la deuxième fois, je n'ai pas dit la seconde, dans cet amphithéâtre. C'est un moment d'émotion pour moi, car la conférence que j'avais pu donner ici il y a un peu moins de 2 ans sur le califat à l'époque, le califat de la terreur, a pour moi été un très grand moment parce que cette relation avec vous, avec ce public genevois, a été tout à fait particulière, privilégiée, et j'en garde un souvenir très fort. Histoire est citée, comment ne pas parler de la Syrie? Comment ne pas parler de ce pays où Damas et Alep sont parmi les 2 plus vieilles cités de l'humanité, avec chacune 6, 7, voire 8 millénaires à cette hauteur, on ne compte plus, de peuplement continu. Et en même temps, on voit bien que ce qui est la cité, ce qui est la civilisation, ce qui est l'urbanité, est mis à mort sous nos yeux. À Alep, évidemment, et j'y reviendrai. Et ces forces qui sont à l'œuvre pour détruire ce qu'est la cité, ce qui est donc une partie de notre histoire, eh bien, ces forces barbares, elles sont aussi souvent étrangères. Il faut savoir qu'à Alep, alors que la presse mondiale parlait de reconquête, voire de libération, eh bien, ceux qui étaient du côté gouvernemental étaient très largement des étrangers, des Libanais, des Irakiens, des Pakistanais, des Afghans, qui donc, avec l'aviation russe et quelques conseillers russes au sol, mais quand même l'aviation russe qui faisait le travail de mort que l'on sait. Donc c'était non seulement la destruction d'une ville, mais c'était la destruction d'une ville par des envahisseurs. Et j'ai encore rencontré il y a 2 jours un Alépin d'Alep-Ouest, donc pas l'Alep révolutionnaire, et qui me disait que depuis
la chute d'Alep-Est, il n'y a plus de vie dans tout Alep. Lui, il me disait ça, lui qui n'était pas du tout un révolutionnaire. Il n'y a plus de vie dans Alep parce que la société a été brisée. Et de toute façon, il n'y a pratiquement plus d'hommes dans Alep, soit parce qu'ils sont partis, soit parce qu'ils ont été tués, soit parce qu'ils se cachent pour échapper. Aujourd'hui, il y a des rafles dans toute la ville, non pas contre les opposants, mais parce qu'il faut recruter encore de la chair à canon pour le régime Assad. Et maintenant, on rafle de nouveau les gens de 40 à 50 ans, hein, parce que ce régime soi-disant consolidé, dont Donald Trump vient de dire aujourd'hui, ou de faire dire par son ambassadeur à l'ONU et son secrétaire d'État, qui, après tout, s'il reste en place, ça n'est plus le problème de l'Amérique, ce régime, au fond, il est toujours aussi fragile, il ne tient que par cet engagement étranger massif et la complicité passive du reste du monde. Et c'est aussi du fait de ce sentiment d'horreur, d'accablement, de scandale, que j'ai tiré cette réflexion sur l'histoire longue de la Syrie. Donc, je ne vais pas vous infliger le livre, mais je vais choisir 4 moments pour à chaque fois, dans la logique de concordance des temps que j'ai apprise à la meilleure école, celle de mon directeur de thèse, Jean-Noël Jeannet, je mettrai en rapport le passé parfois le plus ancien avec cette actualité contemporaine. Et en faisant cela, j'ai une double ambition que je vous livre très simplement. La première, c'était de reprendre l'histoire au bourreau, de montrer que cette abjection contemporaine n'était qu'abjecte et contemporaine, qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une histoire glorieuse, celle soi-disant de Saladin pour les Assad ou celle des califes pour les djihadistes. Dans les 2 cas, il y a forfaiture absolue. Et cette histoire, j'ai pu mesurer, mon premier séjour en Syrie remonte à 1980, j'y ai vécu pendant de longues années, et j'y suis encore retourné pendant la Révolution en m'infiltrant dans Alep avec les révolutionnaires citoyens, avec ceux qui défendaient le patrimoine de leur ville. J'ai pu, au long de toutes ces années en Syrie, à la fois côtoyer, j'ai été diplomate en Syrie et j'ai même été chargé d'affaires, j'ai représenté mon pays, donc j'ai pu fréquenter les Assad et leurs bandes. Mais heureusement, j'ai rencontré des Syriennes et des Syriens de toute origine, de tout milieu, et je dirais aujourd'hui de toute confession, alors que pendant longtemps, il faut savoir qu'en Syrie, on pouvait connaître quelqu'un longtemps sans forcément savoir quelle était sa confession. Ça n'était pas quelque chose d'inévitable ni de fatal comme on essaie de nous le présenter aujourd'hui. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles mon rapport au peuple syrien est aussi fort, c'est que chez les Syriennes et les Syriens les plus humbles, il y a cette fierté de leur histoire. Il y a cette fierté qui est aussi une douleur. J'ai vu à Alep quelqu'un dont je savais que c'était un musulman très pieux pleurer devant une mosaïque byzantine brisée, parce que pour lui c'était un peu de lui-même qui avait été brisé. Même chose pour les Bédouins de Palmyre face à la colonnade et aux différents monuments qui ont été détruits par Daesh. J'ai vu dans un camp de réfugiés en Jordanie, à Zaatari, des réfugiés syriens qui reconstituaient en maquette les éléments de leur patrimoine, que celui-ci soit chrétien ou musulman, ou d'ailleurs hanté à l'un ou à l'autre. Et ce sentiment de cette histoire face à la barbarie des bourreaux m'a aussi conduit à ce travail. Mais je voulais donc prendre l'histoire des mains des bourreaux et la restituer à nous, en hommage aux Syriens, et avant tout aux disparus, parce que ils sont
sans doute des dizaines de milliers, j'ai entendu même des chiffres beaucoup plus importants, et par définition, il y a encore un espoir pour eux, donc il ne faut pas perdre l'espoir pour ces disparus. Je citerai plus particulièrement l'un d'entre eux dans mon propos, qui est le jésuite italien Paolo Dall'Olio. Mais Syrie, notre histoire, donc le titre de cette conférence, parce que nous avons tous en nous quelque chose de Syrie. Il est évidemment douloureux, pénible de le reconnaître à l'heure où ce pays brûle, mais il serait pourtant folie de le nier pour ne pas regarder cette abomination en face, car dans le miroir de Damas, nous verrons alors ce que notre monde est devenu. Car telle est notre histoire, ici comme là-bas, là-bas comme ici. Donc j'ai choisi 4 angles possibles, il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, Paul et le chemin de Damas, mais vous savez, ce sont les histoires qu'on croit connaître, qu'on connaît souvent le moins bien. D'abord parce que ce chemin de Damas, il se passe dans la province romaine de Syrie, qui a été instituée comme telle en 64 avant notre ère. Et on le sait, Paul, donc Saoul de Tarse, eh bien, il vient avec un certain zèle pour réprimer les chrétiens dans cette ville de Damas, et il va connaître cette illumination qui va complètement changer son destin et celui de l'Église naissante. Dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, au-delà de l'illumination du chemin de Damas, sur lequel je ne reviendrai pas, on précise que dans sa vision, on annonce une rencontre avec Ananias, et qui demande à aller dans la rue qu'on appelle la droite, et pour retrouver ce Saoul de Tarse dans la maison de Judas. Alors, la rue qu'on appelle la droite, c'est la Via Recta des Romains, qui, en digne héritier de l'urbanisme grec, l'avait aménagée sur une longueur de plus d'1 kilomètre. C'est toujours, sous Ketaouil, la voie principale de la vieille ville d'ouest en est. Et on dit dans ce même chapitre 9 que quand Ananie retrouve Paul, Saul, toujours aveuglé par son expérience mystique, il lui impose les mains, et alors, je cite, « Il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. » Paul va quitter Damas assez rapidement pour aller en Arabie, c'est-à-dire concrètement peut-être pas très loin, dans le royaume nabatéen, dont la capitale est Pétra. Et puis il va revenir pour sa prédication à Damas. Et il y a la version du même chapitre 9 qui dit que Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie, mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Cette version-là, Paul lui-même ne l'a jamais accréditée dans ses différentes épîtres. Et on peut, du point de vue historique, avoir certains doutes. En tout cas sur le complot des 10 Juifs. Il semble plutôt que ce soit la pression des Nabatéens, donc des Arabes, comme on les appelait à l'époque, sans doute du fait d'un contentieux qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne ou juive, qui a obligé Paul à donc fuir. Mais ce qui m'a frappé en retravaillant sur cet épisode, en ayant vu la chapelle qu'on a construite il y a au fond peu de temps, pour marquer le lieu de cette descente par corbeille, lieu tout à fait arbitraire, parce qu'il y a quelques kilomètres de muraille, alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? C'est que 14 siècles plus tard, celui qu'on présente avec justesse comme le père des sciences sociales dans le monde arabe, Ibn Khaldoun, va descendre dans un panier porté par une corde, parce que les notables de Damas l'envoient pour négocier avec Tamerlan, qui a encerclé la ville. Il négociera
assez mal ou assez bien, suivant les perceptions, vu que tant qu'il sera là, Tamerlan ne prendra pas la ville, mais 3 semaines après son départ, Tamerlan se ruera sur la ville. Mais revenons donc à Damas, à Paul, et on voit comment cette Syrie, dont à l'époque la capitale est Antioche, va être le creuset de la première église, celle où les chrétiens d'origine païenne peuvent participer à l'Eucharistie par la simple grâce du baptême. Et c'est le grand débat qu'auront, mais je ne reviendrai pas là-dessus, Pierre et Paul à Antioche. Et dans ce divorce entre les toujours juifs et les justes chrétiens, dont la Syrie est le théâtre sans doute vers 48, eh bien on trouve que la Syrie voit le christianisme s'émanciper du judaïsme comme culte religieux et pratique sociale. Et même si ce processus complexe s'étalera sur plusieurs décennies, on en suit la première phase dans l'évolution même de Paul et de son enseignement de Damas à Antioche. Oui, la Syrie a bien vu grandir une chrétienté consciente d'elle-même au point de nourrir une ambition universelle. Et c'est aussi en Syrie que vont fleurir les différents schismes. Bon, je suis à Genève, donc je ne vous apprends rien, mais on est toujours le schismatique d'un autre, et on est toujours l'hétérodoxe d'un autre. En Syrie, les controverses christologiques des 4e et 5e siècles vont accentuer l'aura de personnalités ascétiques vers qui croyants et dirigeants se tournent en ces temps de doute. On a ainsi Simon, qui va marquer son époque par le caractère extrême des épreuves qu'il s'inflige. 3 ans reclus dans une cellule monastique, puis 5 ans enchaînés au sommet d'une colline, avant d'expérimenter 4 piédestaux de plus en plus élevés et de choisir enfin la colonne de 17 mètres, d'où son surnom de stylite, où il médite de 429 à sa mort en 459. La ferveur populaire autour de Siméon le stylite est telle qu'il faut des centaines de gardes impériaux pour lui soustraire la dépouille de l'ermite, enterré d'abord à Antioche. Le corps est ensuite transporté à Constantinople. Et des travaux sont lancés pour édifier un sanctuaire monumental autour de la colonne de Saint-Siméon. Le complexe est connu en arabe sous le nom de Qal'at Sam'an, la citadelle de Siméon. Il ne compte pas moins de 4 basiliques achevées vers 491. La figure écrasante de Saint-Siméon et du site qui lui est dédié ne doit pas faire oublier les dizaines d'autres implantations de ce massif du Bélus qui s'étend entre 600 mètres et 1000 mètres de hauteur, entre la vallée de l'Oronte au sud et la plaine d'Alep au nord. On lui donne parfois le nom plus prosaïque de massif calcaire. Son peuplement, à partir de 330, dans un maillage serré de villages liés à la culture de l'olivier, s'est accompagné d'une christianisation par le bas, d'où une densité impressionnante d'églises byzantines. Je ne détaillerai pas Sergila, Bara, Rouéha, Kalblosé, mais il faut savoir que ces villages du massif calcaire constituent un réseau de communes libres où les 3/4 des habitations n'avaient pas plus de 3 pièces et abritaient donc une seule famille nucléaire ou élargie. Les couvents, par contraste, étaient assis sur un large domaine exploité par une catégorie dédiée de moines plutôt que par une main-d'œuvre extérieure. À partir du milieu du VIe siècle, séismes ravageurs et conflits récurrents avec les Perses entraînent le départ progressif de la majorité de la population du Bélus, désormais désignée notamment par l'UNESCO sous le vocable collectif de villes mortes. Ces villes mortes, elles sont toujours habitées et elles ont été la cible de bombardements russes, entre autres sur des sites byzantins, ce qui relativise la valeur de cette moderne croisade, mais aussi l'objet de saccages djihadistes. Ce n'est pas Daesh qui est présent là, il en a été expulsé au début de 2014, mais c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda qui a changé 3 fois de nom. Elle s'appelait Al-Nosra, elle s'appelle maintenant Tahrir al-Sham, mais ce sont toujours des djihadistes aussi ravageurs. Mais j'ai évoqué Paul et je voudrais évoquer Paolo Dell'Olio.
Paolo dell'Olio, je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, quand ce jésuite italien, ordonné dans le rite oriental, avait restauré le monastère de Mar Moussa, Saint-Moïse, du nom d'un anachorète éthiopien qui s'était retiré dans le désert à une dizaine de kilomètres à l'est de Nebek, ville elle-même située entre Damas et Homs. Cet ermitage existait depuis 575, mais il était complètement désaffecté. J'ai retrouvé dans le guide bleu Syrie-Palestine de 1932 sa description comme abandonné et délabré. Eh bien, Paolo dell'Olio l'avait non seulement restauré, mais il y avait établi une communauté vouée au dialogue islamo-chrétien. Et Paolo dell'Olio, tellement engagé dans cette Syrie dont il parlait parfaitement la langue et le dialecte, bien en juin 2000, comme beaucoup de Syriens, il va croire que Bachar el-Assad peut réformer ce pays après 30 années de dictature absolue du père Hafez. Il va même se rendre avec le moufti de Nebek aux funérailles de dictateurs dans le fief des Assad, à Kardaha. Il va apostropher alors Bachar. Vous avez ici, je cite Paolo dell'Olio, un musulman et un chrétien qui veulent vous aider dans votre service de la Syrie pour son renouveau et sa réconciliation. Fin de la citation. Mais les espoirs suscités par Bachar vont vite être dissipés, notamment lors de la visite que le pape Jean-Paul II accomplit en mai 2001, visite exceptionnelle, y compris à la mosquée des Omeyyades de Damas, où il dénonce la violence qui détruit l'image du Créateur dans ses créatures. Que répond Bachar el-Assad? Une diatribe antisémite contre ceux qui, je cite, ont trahi Jésus et tenté de tuer le prophète Mohammed. Bachar el-Assad prétendra ensuite avoir désigné ainsi les Israéliens et non les Juifs. 10 ans plus tard, les manifestations pacifiques qui secouent la Syrie sont cruellement réprimées. Le père Paolo se prononce pour une résistance non violente avant de prôner, je cite, le droit des gens à se défendre et à recevoir des armes et également le devoir de la communauté internationale de venir à leur secours. Expulsé de Syrie en juin 2012 par le régime Assad, il s'infiltre par le Kurdistan irakien dans les zones révolutionnaires en février 2013 et traverse ainsi le nord du pays jusqu'à Idlib. Dell'Olio se mobilise sans relâche pour obtenir la libération de personnes enlevées par les différentes milices. C'est dans cet esprit qu'il se rend en juillet 2013 à Raqqa, où vient d'être proclamé Daesh, l'État islamique en Irak et au Levant. La trace du père Paolo a disparu depuis lors. Un djihadiste repenti prétend en 2015 négocier une vidéo du prêtre italien en captivité sans que ses dires soient confirmés. La phrase de conclusion du dernier ouvrage du père Paolo demeure en soi une devise, je cite, « De génération en génération, la Syrie sera synonyme de résurrection. » Deuxième choix, celui de la première dynastie de l'islam, les Omeyyades, qui vont effectivement s'implanter à Damas et marquer la sortie d'Arabie. Et ces Omeyyades, ce n'est pas n'importe quelle famille, c'est la famille contre laquelle le prophète Mohammed a dû se mobiliser et combattre jusqu'à la prise de la Mecque en 630 et au ralliement des Omeyyades à la nouvelle religion. Donc, non seulement les Omeyyades vont accaparer le pouvoir dans une religion qu'ils avaient combattue depuis, en tout cas lors de la prophétie, pendant longtemps, mais en plus, ils vont inventer une dynastie. Un peu comme, toute proportion gardée, je ne ferai pas l'honneur au Assad de les mettre sur le même plan que les premiers califes, mais il n'y avait rien dans l'islam, dans la doctrine de l'islam, pour amener à une transmission du pouvoir héréditaire, de même qu'il n'y avait rien dans les textes du parti basse, soi-disant socialiste arabe, pour inventer la dynastie héréditaire des Assad. Mais on voit que Moawiya, donc, qui va s'implanter à Damas et implanter donc cette dynastie des Omeyyades à partir de 661, il va
de son vivant, transmettre et faire prêter allégeance à son fils aîné Yazid. Donc il va ainsi ancrer cette dynastie et parachever la construction omeyyade en l'inscrivant dans la durée de l'hérédité. Et je le répète, le paradoxe est que la consécration dynastique, qui est déniée à la famille même du prophète, Ali, son gendre et cousin, Hussein et Hassan, ses fils, eh bien elle revient à cette lignée qui a si longtemps combattu l'islam. Un tel renversement historique s'opère en Syrie, creusé d'une improbable alchimie dont la ruse de Muawiyah n'est que l'ingrédient ultime. Mais en même temps, la victoire des Omeyyades a marqué la sortie de l'islam hors d'Arabie. Une génération après la disparition d'un prophète qui avait prêché en arabe cette nouvelle religion aux habitants de la péninsule arabique, le basculement est spectaculaire. Il l'est d'autant plus que le pays de Cham, ainsi qu'on appelle la Syrie au sens large, Cham étant son centre, Damas, et en même temps la désignation du territoire, le cœur battant donc de cet empire expansionniste reste majoritairement chrétien et le restera pendant plus de 2 siècles. Les nouveaux maîtres se sont installés dans les positions et même les demeures des élites byzantines dont ils épousent volontiers l'art de vivre. Le prêche du vendredi, qui commence avec les Omeyyades, c'est évidemment en écho à la prière du dimanche. De même pour le minbar, la chaire, d'où on va faire le prêche du vendredi. En Syrie, l'islam s'est urbanisé dans des cités qui avaient déjà au moins des siècles d'existence, alors qu'il lui faudra longtemps avant de fonder Bagdad, puis le Caire. La grande mosquée de Damas jouxte l'église dédiée à la tête décapitée de Jean-Baptiste, saint révéré dans l'islam comme le prophète Yahya. Les musulmans partagent durant des décennies ce sanctuaire avec les chrétiens. Il ne faut pas idéaliser cette coexistence, mais en réduire l'importance serait tout aussi erroné. Donc, on a vu comment les églises de rites orientaux, plutôt que catholiques, ont pu proliférer en Syrie, qui a aussi été le premier empire de l'islam, sunnite en ce sens qu'il se construisait contre la contestation chiite, Shiat Ali, les partisans de Ali. La chute des Omeyyades en 750 va transformer le pays de Cham en terre-refuge de tous les schismatiques de l'islam, berceau des Ismaéliens, avant de devenir le sanctuaire privilégié des Alaouites, plus encore que des Druzes. Mais le chiisme est aujourd'hui très minoritaire en Syrie, probablement moins de 1% de la population. Le chiisme, qu'on dit duodécimain, car il révère une lignée de 12 imams. Or, il domine démographiquement l'islam dans le Liban et l'Irak voisin. Et une des raisons de l'horreur que nous vivons, c'est l'expansionnisme non pas de l'Iran, mais des gardiens de la révolution iranienne, fidèles à l'ayatollah Khamenei, qui mobilisent donc les milices qui leur sont affidées au Liban, en Irak, et on l'a vu, jusqu'au Pakistan et en Afghanistan, pour mener la guerre dans ce pays. Et on voit comment les sanctuaires liés à la piété chiite, je le mentionnerai rapidement, vont devenir des bastions pour cette intervention militaire de l'Iran au nom de la protection des lieux saints. Alors, contrairement à beaucoup de journalistes occidentaux, la République islamique d'Iran ne présente jamais sa solidarité avec la dictature Assad en termes religieux. Elle n'assimile jamais les alaouites aux chiites. Et d'ailleurs, elle a absolument raison, les alaouites sont un rameau à part de l'islam. Mais on voit comment, depuis 1979, et donc l'avènement de Khomeini et la décision par Hafez al-Assad, père de Bachar, de nouer une alliance stratégique avec la République islamique d'Iran, malgré toutes les professions de socialisme arabe, eh bien, cette alliance stratégique va faire que peu à peu, les lieux de pèlerinage chiites vont être politisés puis militarisés. La République islamique va récompenser ses fidèles et les familles des martyrs par des voyages organisés en Syrie. Ce tourisme religieux va servir également de couverture aux activités les moins avouables du Hezbollah au Liban et des gardiens de la révolution d'Iran. Bachar el-Assad va
multiplié les facilités accordées à l'Iran et à ses protégés après l'invasion de l'Irak en 2003 et le retrait du contingent syrien du Liban en 2005. Téhéran accorde en retour un soutien inconditionnel au régime Assad dans sa répression de la contestation à partir de mars 2011. Soutien d'abord indirect en armement et en conseillers, qui devient direct pour suppléer aux défaillances des forces pro-Assad en milieu urbain. En avril 2013, le Hezbollah officialise sa participation active au conflit syrien au nom d'une résistance associant le régime Assad et la République islamique d'Iran. C'est le même mois, j'insiste, que Daesh proclame son État islamique en Irak et au pays de Cham, à Raqqa. Les lieux de pèlerinage, je l'ai vu moi-même sur la ligne de front à Alep, vont être désormais pavoisés de drapeaux du Hezbollah, voire de drapeaux iraniens. Alep, c'est une pierre rougie du sang de la tête de Hussein, qui est ainsi révérée au Mashhad Hussein. À Damas, il y a l'endroit où la tête de Hussein était censée avoir été présentée en public pour être humiliée, alors que la tête de Saint Jean-Baptiste, elle était protégée pour être révérée. Donc cet endroit va lui aussi être pris en main par l'Iran et ses affidés, de même que toute une série de lieux de pèlerinage, et notamment le mausolée de la sœur de Hussein, qui était revenue sous les chaînes à Damas après le martyre de son frère, qui donc elle s'appelle Zeynab, et la ville c'est Saïda Zeynab, donc la dame Zeynab, qui dans la banlieue sud de Damas et sur la route stratégique de l'aéroport va être fortifiée en centre opérationnel des gardiens de la révolution d'Iran et de leurs supplétifs pour tout le sud de la Syrie. Et une propagande multiforme va désormais, dans toutes les populations chiites, légitimer par un impératif sacré de défense des lieux saints l'envoi de volontaires et le sacrifice de martyrs. Mais à mesure que le bilan s'alourdit pour Téhéran et les pro-iraniens, le discours de résistance prend des accents de plus en plus messianiques. Donc on voit comment tout cela, c'est aussi une construction. Et que cette construction, elle va en négatif alimenter la propagande djihadiste, donc la propagande de Daesh, et aussi la propagande de, on va dire, Nosra pour faire simple, donc Al-Qaïda devenu Tahrir al-Sham. Pour le peu avant le 6e anniversaire de la révolution syrienne, il y a eu le pire attentat qu'ait connu Damas durant cette crise, avec des dizaines de morts dans un site de pèlerinage chiite, où ont été tués essentiellement des pèlerins irakiens, attentat qui a été revendiqué par Al-Qaïda. Et donc, en creux, les djihadistes, eux, ont leur propre topographie de la Syrie, messianique, millénariste, apocalyptique, vu que c'est sur cette terre de Cham qu'est censée se dérouler la bataille de la fin des temps. Et cela a permis la mise en place d'une véritable économie du salut fondée sur la terre de Syrie, sur le pays de Cham, avec une dimension très importante dans le recrutement, notamment en Europe, vu qu'on se prévaut de prophéties plus ou moins légitimées par la tradition islamique. Il y a notamment un auteur tout à fait mineur, Noaim ibn Hamad, du Moyen-Âge, qui est remis sur le devant de l'actualité par la propagande djihadiste, parce que, pour faire simple, si on meurt en Syrie en martyr, on pourra sauver 70 personnes au jugement dernier. Donc, ce qui est perçu légitimement pour du terrorisme, de la violence déchaînée, un projet totalitaire, peut-être pour les membres de la secte djihadiste assimilé à une action altruiste qui permettra
le moment venu, de sauver les proches, les amis, et donc d'œuvrer en rédempteur. Donc on voit bien que c'est en Syrie, par le biais de ce choc des prophéties, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre de l'islam, que se construit effectivement cette horreur dont le peuple syrien est la première victime, parce qu'il n'y a qu'un point commun à toutes ces prophéties, qu'elles soient chiites ou djihadistes, c'est que la terre de Syrie est vide, elle est livrée à leurs prophéties, et les Syriennes et les Syriens sont niés, ils sont occultés, hein, ils ne font partie que d'un décor macabre sur lequel peuvent se déverser ces torrents de violence. Troisième angle, l'invention de la diplomatie. C'est en Syrie que la diplomatie, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, a été inventée, la diplomatie des ambassades. On les appelait à l'époque les consulats, mais c'était les premières représentations permanentes. Avant une ambassade, on a toujours ça en anglais avec envoy ou en arabe avec saphir, c'était lié à la notion de déplacement, de voyage. On allait en ambassade avec des présents, on revenait généralement avec d'autres présents, mais on portait des messages. Tandis que là, dans le cadre de ce qu'on a appelé les capitulations, qui est un terme extrêmement trompeur, parce que ce n'était pas du tout une reddition de la part de l'Empire ottoman, c'était des privilèges consulaires, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui des immunités diplomatiques, qui sont accordées pour permettre aux représentants de cet État étranger d'œuvrer sur la durée. Et c'est Alep qui devient l'endroit où la concurrence entre les puissances européennes est la plus forte, parce qu'elle est une des échelles du Levant. Hein, et alors là aussi c'est un terme trompeur, en fait c'était les endroits où les capitulations étaient mises en application à des fins avant tout commerciales. Et donc on va avoir à partir du XVIe siècle, dans la vieille ville d'Alep, se développer les consulats de France, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Venise, qui vont être en concurrence très forte. Alors j'insiste sur ce point parce que on a une continuité pour la France, par exemple, de la présence diplomatique sur près d'un demi-millénaire à Alep. Cette continuité, elle est tout à fait unique. Il faut savoir que ce qui va devenir aujourd'hui le Quai d'Orsay est fondé à la même époque. Et des ambassades, on n'en ouvre pas tout de suite et pas partout. Alors qu'à Alep, au contraire, on a cette continuité. Et cette continuité, eh bien, les Français ont d'abord une position dominante, mais très vite, les Britanniques vont prendre le dessus, essentiellement à cause des guerres de religion qui ravagent la France et qui affecte évidemment son soft power à l'étranger. Et quand la France va faire son grand retour sous Louis XIV, elle va le faire de manière beaucoup plus marquée dans la vocation de protection et sauvegarde spéciale. Je lis le texte exact de Louis XIV, accordé à la fois aux chrétiens, mais aussi aux ordres missionnaires, dont d'ailleurs on voit que l'implantation est généralement, coïncide généralement avec celle de la présence diplomatique française. Ces ordres missionnaires, ils vont avant tout œuvrer auprès des chrétiens d'Orient, car toute apostasie, entre guillemets, en milieu musulman, aurait été combattue avec virulence par la Sublime Porte. Et donc, entre 1656 et 1740, chacune des églises dites orthodoxes d'Orient va connaître de ce fait une dissidence catholique, syriaque, arménienne, grecque. François Piquet, qui est consul de France à Alep, obtient en 1662 que le premier évêque syriaque catholique de la ville soit reconnu comme patriarche par Constantinople, d'où une virulente campagne des orthodoxes contre le patriarche des Français. C'est ainsi qu'ils l'appellent. Ces églises ralliées à Rome sont dites uniates. Elles ont chacune leur propre patriarche qui reconnaît l'autorité du pape sur le modèle déjà en vigueur chez les maronites. Leur dynamisme à la fois démographique et économique est particulièrement sensible à Alep, dont les grandes familles dotent volontiers
monastères et églises au Liban. Le faubourg chrétien d'Alep accueille son propre marché le dimanche, distinct du marché tenu le vendredi, entre guillemets, sous la citadelle. C'est un ancien étudiant alépin du collège urbain de Rome, Boutros Dib, qui va devenir en 1667 professeur d'arabe au Collège de France à Paris. Colbert crée en 1670 une compagnie du Levant sur le modèle anglais avec siège à Paris. Les négociants de Marseille ressentent leur exclusion de l'entreprise qui ne parvient pas à prospérer ni a fortiori à renverser la tendance favorable aux Britanniques. La compagnie est liquidée en 1693 et dans l'intervalle, les consuls de France et de Hollande à Alep ont dû déménager hors du Khan de la douane, le caravansérail de la douane, où prospèrent une cinquantaine de négociants anglais. Laurent d'Arvieux, qui est consul de France à Alep de 1680 à 1685, et qui va entre autres être le conseiller technique, si j'ose dire, de Molière pour les turqueries du bourgeois gentilhomme, il qualifie la cité, je cite, de la plus grande, la plus belle et la plus riche de l'Empire ottoman après Constantinople et le Caire. Dans cette ville d'un très grand commerce, il souligne que les Français y ont fait depuis longtemps un négoce qui en a enrichi un grand nombre. Les Ottomans ne sont point fâchés, je cite encore, du prosélytisme catholique chez les chrétiens d'Orient, car, je cite, en leur apprenant à rendre à Dieu ce qu'ils lui doivent, ils leur apprennent aussi à rendre à César ce qu'ils lui doivent. Quant aux Alépins, je cite enfin, ils aiment les étrangers et les Français plus que les autres. Ils sont adroits dans le commerce, mais de bonne foi. À partir de 1691, les consuls de France sont interdits d'exercer un négoce privé afin de servir exclusivement le roi et la communauté française qu'on appelle la nation française sur place. Cette fonctionnalisation des consuls est le début de la fonctionnalisation des diplomates et de l'émergence d'un corps diplomatique. À la fin du XVIIe siècle, les chrétiens d'environ 5% de la population d'Alep, au début de l'ère ottomane, en constituent désormais 20% et sont majoritairement catholiques. C'est à Alep qu'en 1706, le patriarche grec orthodoxe Athanase d'Abbas établit la première imprimerie en langue arabe. Il faudra attendre 20 ans de plus pour que le moufti de Constantinople autorise dans la capitale de l'Empire une imprimerie en caractère turc. Et le rayonnement d'Alep peut prendre des formes plus détournées, comme dans le cas de Hanna Diab. Ce maronite d'Alep, polyglotte, accompagne un négociant français jusqu'à Versailles en 1709, où il est reçu à la cour de Louis XIV. Il rencontre à cette occasion Antoine Galland, qui insérera dans sa version française des Mille et une nuits, achevée en 1717, une douzaine de contes rapportés par Diab, dont Aladin et Ali Baba. C'est ainsi qu'un chrétien d'Alep a contribué à façonner notre imaginaire oriental. Dernier point, c'est ce qu'on appelle la question d'Orient. Et là aussi, on voit à quel point la diplomatie, qui a été tellement humiliée, frustrée en Syrie toutes ces dernières années, cette ville accueille encore depuis plus d'une semaine ce round de négociations pendant qu'une violence inimaginable se poursuit. Eh bien, la question d'Orient, c'est celle qui anime le concert des nations européennes après le congrès de Vienne et la fin de l'épopée, l'équipée napoléonienne. La question d'Orient est la grande question diplomatique. C'est celle sur laquelle les États s'affirment. Ils n'ont pas forcément besoin d'être les plus puissants s'ils arrivent à contribuer à une évolution. On ose espérer un règlement de la question d'Orient. Et dans cette question d'Orient, les Français vont assez clairement miser sur l'Égypte, qui va elle-même être à la pointe de la Nahda, la Renaissance arabe, et qui va conquérir en 1831 la Syrie avec le soutien de Paris, alors que la Grande-Bretagne, la Russie,
vont, elles, s'inquiéter d'un tel affaiblissement ottoman. Donc cette question d'Orient, elle va agiter les chancelleries. Et un député français, qui est aussi l'écrivain Alphonse de Lamartine, va se distinguer dans différentes interventions à la Chambre sur la question d'Orient. Et il va critiquer le soutien de la France à l'Égypte en Syrie. C'est donc Ibrahim Pacha qui est à Damas, le fils de Mohamed Ali, qui lui règne depuis le Caire. Il va dire, Lamartine, Ibrahim, messieurs, ne civilise pas, il conquiert, il remporte des victoires, il soumet devant son génie et devant son audace des populations tremblantes et auxquelles le nom de leur oppresseur n'importe pas. Il ne s'occupe que de ses soldats, il n'a d'administration que pour son armée. Cela nous rappelle des choses. En juillet 1840, crise diplomatique, la Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse et l'Autriche lancent un ultimatum à Mohamed Ali qui est sommé d'abandonner la Syrie en contrepartie de la reconnaissance des droits de sa famille à gouverner l'Égypte après lui. La France, isolée dans son soutien au Caire, est traversée d'une vague belliciste à laquelle Lamartine ne cède pas. Une telle reculade française conforte Lamartine dans sa détermination à considérer la Syrie comme un sujet en soi et non le terrain d'affrontement entre Le Caire et Constantinople, aujourd'hui on dirait entre Téhéran, Ankara, Riyad, Moscou, appuyés par leurs alliés respectifs. Lamartine déclare en 1846 « De toutes les questions qui se rattachent à la question d'Orient, la question de Syrie renferme peut-être un des points les plus délicats et des plus importants. C'est cette question qui semble résumer toutes les fautes, comme tous les mérites, de notre politique depuis quelques années. » Bon, Lamartine n'a pas que de clairvoyance, il qualifie le mont Liban d'Helvétie de l'Orient, alors que les combats vont faire rage entre Druzes et Maronites. Mais il insiste, et là-dessus, on ne peut que saluer sa vision. Je cite, « Jamais une guerre religieuse pour objet de culte dans le Liban n'a éclaté dans le Liban. Jamais un seul coup de fusil ou un seul coup de poignard n'a été donné dans la montagne pour cause de religion. » Il y voit des problèmes de pouvoir comme aujourd'hui on se perd dans de supposées querelles de religion et on ne voit pas ce qui est vraiment à l'œuvre en Syrie. La vision originale de Lamartine, faite d'empathie intellectuelle plutôt que de solidarité confessionnelle, tranche dans l'Europe de l'époque, mais le grand romantique verra ses ambitions fracassées par les 0,23% de votes recueillis à l'élection présidentielle de décembre 1848, la première de l'histoire de France. Mais 1848, Deuxième République, Second Empire, et en même temps, cette Deuxième République, elle a embastillé le grand résistant de l'Algérie, Abdelkader, disciple d'Ibn Arabi, qui menait à la fois le petit djihad, donc le djihad militaire contre les Français, jusqu'à sa capitulation en 1847, et le grand djihad d'inspiration mystique, vu que lui-même était de la confrérie, la Qadiriya, d'où son nom d'ailleurs, Abdelkader. Et l'émir Abdelkader, qui, durant sa captivité à Toulon, puis à Pau, puis à Amboise, va se replonger dans les œuvres du mystique Muhyiddin ibn Arabi, mort en 1640 à Damas, mais né en 1160, mort en 1240 à Damas, mais né en 1165 à Murcie, et notamment les illuminations de la Mecque. Ibn Arabi, c'est donc Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, est très respecté dans tout Damas, et d'ailleurs le premier acte des Ottomans quand ils avaient pris la ville en 1516 est d'avoir fait construire une mosquée sur son mausolée. Donc Abdelkader, pendant sa captivité, va nouer à Amboise une relation durable avec un interprète militaire, Ismaïl Urbain, parfait arabisant, petit-fils d'une esclave noire de la Guyane, chrétien et saint-simonien, converti à l'islam à 23 ans en Égypte. C'est lui qui accompagne Abdelkader aux Tuileries
en décembre 1852 pour participer aux cérémonies de restauration de l'Empire. L'émir est autorisé par Napoléon III à quitter la France pour l'Orient. Abdelkader s'engage solennellement à ne plus retourner en Algérie. Reçu par le sultan à Constantinople en janvier 1853, Abdelkader s'installe peu après dans la ville de Broussa. Le séisme qui frappe la ville en 1855, mais surtout la volonté de se rapprocher de la dernière demeure d'Ibn Arabi, pousse Abdelkader à demander à résider à Damas. Toujours soucieux de la parole donnée, il ne manque pas, en septembre 1855, de solliciter l'aval de Napoléon III à la faveur d'une visite à l'exposition universelle de Paris. Et c'est fort de l'accord impérial qu'Abdelkader et sa suite sont accueillis à Damas en décembre. Il s'installe dans la vieille ville, au nord de la mosquée des Omeyyades, et sa bibliothèque qu'il ne cesse d'enrichir est son bien le plus précieux. C'est au Mont-Liban qu'éclate en 1860 un nouvel épisode sanglant de la question d'Orient. L'Helvétie, rêvée par Lamartine, se déchire entre paysans maronites, majoritaires et dynamiques, et féodaux druzes, inquiets de la militarisation de leurs voisins chrétiens. La Grande-Bretagne, qui ne peut arguer, à la différence de la France, de droit de protection d'une minorité confessionnelle, joue la carte druze pour étendre son influence. Les responsables ottomans sur place soutiennent passivement ou activement la sanglante campagne druze de mai-juin 1860. Des milliers de chrétiens sont massacrés et des dizaines de villages anéantis. Constantinople décide de frapper fort pour dissuader Paris de toute intervention et elle dépêche un puissant corps expéditionnaire au Liban. Cette ferme réaction de Constantinople va relancer la crise, cette fois à Damas. Des émeutiers s'attaquent aux chrétiens pour mieux défier le pouvoir ottoman. La collusion entre les Ottomans et les chrétiens est dénoncée. Le gouverneur, peut-être pour détourner de lui la colère populaire, laisse faire les émeutiers entre le 9 et le 16 juillet 1860. Le bilan avancé d'au moins 6 000 morts dans ces massacres ne rend pas compte des viols, des pillages et des destructions. Tous les consulats sont saccagés, à l'exception de la légation britannique. Le carnage aurait pu être encore pire si Abdelkader n'avait pas, dès les premières heures, ouvert sa maison aux chrétiens en fuite. Les consuls de France, de Grèce et de Russie lui doivent la vie, ainsi que de nombreux religieux. Il envoie les centaines d'Algériens qui lui sont fidèles rechercher les rescapés dans les rues de Damas pour les ramener sous sa protection. L'émir sort lui-même à 7 reprises pour sauver qui peut encore l'être. Il force le gouverneur ottoman à accueillir dans l'enceinte de la citadelle des milliers de survivants. Les témoignages sur l'héroïsme d'Abdelkader sont largement diffusés à Paris. Pour ce prêtre catholique, je cite, « Au moment du carnage le plus affreux, Abdelkader se montra dans les rues comme une providence. » Fin de la citation. Pour ce médecin français, je cite, « Dans cette attente de la mort, dans ces moments d'angoisse indescriptible, le ciel nous envoya pourtant un sauveur. Abdelkader parut, entouré de ses Algériens, au nombre d'une quarantaine. Il était à cheval et sans armes. Sa belle figure calme et imposante offrait un étrange contraste avec le bruit et le désordre qui régnait de toutes parts. » Les sanctions ottomanes vont s'abattre sur les fauteurs de troubles et leurs complices de l'administration. Le gouverneur est fusillé avec une centaine d'autres condamnés. 57 personnes sont pendues à des gibets hissés dans toute la ville. Et le quartier d'où étaient partis la plupart des émeutiers est vidé de ses habitants pour être offert aux réfugiés chrétiens. Des milliers de suspects sont incorporés pour être offerts de force dans l'armée ottomane. Mais il en faudrait plus pour apaiser une presse française chauffée à blanc. Melchior de Voguet s'indigne ainsi dans Le Correspondant. Je cite, « Nous nous trouvons en présence d'une vaste conspiration musulmane dont le centre est à la Mecque ou ailleurs, dont le but est l'extermination des chrétiens orientaux et que le gouvernement ottoman autorise et exploite dans l'intérêt de ses desseins secrets. » On méditera longtemps sur cet épisode de l'histoire, mais je voudrais juste rappeler que lors de ces massacres antichrétiens dans la ville d'Alep, les consuls européens ont prouvé leur incapacité à protéger leurs soi-disant protégés de la torture et de la mort.
Les emballements parisiens contre la conspiration musulmane ne sauraient masquer cette réalité. À l'heure des bourreaux, c'est un mystique de l'islam, ancien chef de guerre en Algérie, qui s'est dressé pour sauver les chrétiens de Syrie. Ne l'oublions jamais. Et c'est sur cette figure d'Abdelkader, si lointaine et si proche, que je voudrais conclure ce propos, en vous remerciant encore de votre attention, car j'aurais tant rêvé qu'un Abdelkader moderne puisse aller dans les rues d'Alep, ou dans les rues de Homs, ou dans les rues de toutes ces villes qui ont été martyrisées au cours des 6 dernières années, de toutes ces cités, et puisse aller sauver un à un des milliers de personnes, ces milliers de personnes que ni l'ONU, ni les membres permanents du Conseil de sécurité, ni les organisations vouées à les défendre n'ont pu sauver de l'horreur. Merci encore de votre attention. Vous avez remarqué que j'ai laissé Jean-Pierre Filou parler pendant 1 heure. C'était ça le deal. Nous avons encore 30 minutes ensemble pour lui poser quelques questions ou des commentaires sur cette relecture de l'histoire qui nous éclaire sur plusieurs aspects de la crise syrienne. De ma part, j'ai relevé 2 ou 3 points qui me semblent, à mon avis, intéressants. La deuxième séquence où vous parlez de ce récit historique et donc utilisé de part et d'autre par les djihadistes. Le récit historique est bien sûr djihadiste, mais aussi le régime qui s'empare lui aussi de certains récits. Et en même temps, vous parlez donc de ce projet, le projet par exemple du parti de Baas. À quoi on attribue ça? Est-ce qu'il y avait un assèchement idéologique et politique, et donc cette terre, elle était presque vierge, ou parce que le projet de nationalisme ou le projet de Baas était finalement un projet qui n'a jamais été porté? Alors donc le Baas, hein, ça signifie résurgence en arabe. Le parti Baas a été fondé par d'anciens étudiants de la Sorbonne, anciens diplômés de la Sorbonne, quoi. Dont certains inspirés par Emmanuel Mounier. Et voilà, clin d'œil à un ami que j'estime beaucoup dans la salle. Donc, on voit bien qu'il n'y a rien à voir entre l'idéologie du Baas et la pratique du Baas sous les Assad. Alors, comment a-t-on pu effectivement vider complètement de son sens ce parti qui se voulait socialiste, arabe, nationaliste, laïque? Eh bien, d'abord par, comme on le voit aujourd'hui avec une intensité inouïe, par la violence exercée contre la société syrienne. Violence qui sera terrible pendant la période dite de la République arabe unie, donc de l'union avec l'Égypte sous Nasser de 1958 à 1961. Et il faut voir que le Baas, en tout cas la direction civile du Baas, tout à son illusion de ce nationalisme arabe, avait littéralement vendu l'indépendance de la Syrie à l'Égypte, et que l'Égypte, elle, avait traité la Syrie non pas sur un pied d'égalité, mais comme une province occupée, comme aujourd'hui l'armée d'Assad traite la population comme une armée d'occupation traiterait un pays conquis, et non pas du tout comme une armée républicaine. Et du coup, il faut bien voir que le drapeau aujourd'hui du régime Assad, c'est le drapeau de la République arabe unie, avec 2 étoiles qui correspondent à l'Égypte et à la Syrie. Donc c'est assez paradoxal, c'est un drapeau qui nie l'indépendance syrienne, qui nie la spécificité syrienne pour le dissoudre dans quelque chose de plus grand, alors que les révolutionnaires ont eu le drapeau à 3 étoiles, qui était déjà celui qu'ils brandissaient contre les Français, les 3 étoiles correspondant à Damas, Alep et toute autre ville qui viendrait à se joindre à eux. Donc, la direction civile du parti Baas a été largement délégitimée par son ralliement à Nasser, mais surtout, s'est mis en place au sein du Baas un comité militaire clandestin, avec entre autres Hafez al-Assad, qui, par toute une série de manœuvres, de liquidations, va pouvoir prendre le pouvoir en 1963, avec une façade civile, mais en fait une réalité militaire. Et donc de 63 à 70, on a toute une série d'intrigues, de coups d'État, de complots,
Et c'est ce que j'appelle la logique darwinienne de la dictature, c'est-à-dire que celui qui l'emporte à la fin, c'est le pire de tous. Et le pire de tous, c'était Hafez el-Assad. Et contre tous ses compagnons, tous ses camarades, pour instaurer son pouvoir absolu et inscrire ce pouvoir absolu dans la durée de l'hérédité avec Bachar el-Assad. Il faut bien voir que quand Hafez el-Assad est mort en juin 2000, la Constitution a immédiatement été amendée par acclamation pour permettre à Bachar el-Assad de se présenter à l'élection présidentielle, parce qu'avant il fallait 40 ans, il ne les avait pas, donc il fallait changer la Constitution. Et le congrès du BAS s'est réuni en session extraordinaire et a immédiatement adoubé Bachar el-Assad comme seul candidat, alors que je crois que Bachar el-Assad n'avait jamais assisté à une réunion du parti BAS de sa vie. De même qu'il a immédiatement été promu au grade le plus élevé de l'armée, alors qu'il avait fait 2 ans d'école d'état-major. Donc on voit bien qu'il y a une façade qui peut être celle idéologique du BAS, qui peut être celle de l'armée et de ses grades, qui peut être celle d'un pays avec une constitution, qui peut être celle d'un parti avec ses procédures de désignation, mais que tout cela n'est qu'une façade où, comme du temps du comité militaire clandestin, en fait, c'est une camarilla de grands officiers, avec le plus grand d'entre eux, qui est le Assad du moment, qui tient le pouvoir au mépris de toute règle. Et on voit à quel point toutes les normes du parti, de la Constitution, de l'armée ont été piétinées pour permettre la succession héréditaire de 2000. Merci. Il y a un micro ici. Vous pouvez poser vos questions. Je vous prie juste d'être bref pour pouvoir prendre le maximum de questions. La parole, voilà. Il y a une dame, 3e rangée. On peut peut-être prendre les questions par 3 ? Oui, absolument. Ça vous va ? Merci. Juste, quel est l'écho dans le monde arabe de ces thèses millénaristes, qu'elles soient chiites ou sunnites ? Merci. Une question. Est-ce que la résistance absolue du pouvoir syrien ne s'explique pas en bonne partie par l'expérience irakienne dans laquelle la minorité chiite a perdu le pouvoir? La minorité sunnite. Oui, excusez-moi, oui. A perdu le pouvoir à cause de l'intervention américaine qui a rétabli, entre guillemets, la démocratie, et donc a supprimé le pouvoir, disons, social fort des sunnites dans le pays et a fait disparaître en fait leurs fonctions. Donc je pense que la minorité syrienne au pouvoir a compris que si ça se passait, eux n'existeraient plus. Merci. Il y a une question, je crois que j'ai vu une main par là. Bon, c'est bon, on en peut. Allez-y. On reprend encore. D'accord. Alors, il n'y a pas de minorité au pouvoir en Syrie. Il y a un gang au pouvoir. Ce n'est pas du tout la même chose. Les Alaouites, qui constituent sans doute 12% de la population syrienne, c'est impossible d'avoir des chiffres exacts, sont de toutes les communautés celles qui a payé le prix le plus fort à la crise en cours. Et les Alaouites sont loin d'être tous des pro-Assad. Au contraire, on peut considérer que les Assad les ont pris en otage. Je ne citerai comme alaouite engagé contre Assad que quelques noms, l'écrivaine Samaria Azbek, le cinéaste Osama Mohamed ou Ibrahim Mahros, qui ici même à Genève est un des porte-parole de l'opposition. Donc on voit que pour les alaouites, c'est littéralement double peine quand ils tombent aux mains d'Assad. Donc la confessionnalisation, c'est une arme de pouvoir. À partir du moment où on confessionnalise, on dépolitise. Et il était évident que la militarisation de la révolution syrienne, je l'ai écrit dès le printemps 2012, accentuerait la confessionnalisation
donc ferait par là même le jeu du régime. Mais Assad, de toute façon, n'a jamais rien voulu concéder. C'est d'ailleurs extrêmement frappant quand on lit sur le temps long l'histoire diplomatique des Assad. Et moi-même, j'ai été diplomate auprès des Assad. Les Assad ne concèdent jamais rien. Ils ne concèdent jamais que ce qu'ils ont perdu. Par exemple, le plateau du Golan, qu'ils avaient perdu en 67, qu'ils ont cru reconquérir en 73. Et donc, les 13 séjours d'Henry Kissinger à Damas pour négocier l'accord de désengagement sur le Golan, au fond, Assad n'a concédé que ce qu'il n'avait déjà plus. Et on voit bien que si on prend toute l'histoire, mon chapitre final, c'est le vertige de la diplomatie. Mais les Assad ne font pas de la diplomatie dans le sens où en diplomatie, on concède. Ils ne concèdent jamais rien. D'où, à mon avis, l'illusion de processus, même quand il se déroule sur les bords du lac Léman, alors que c'était, à mon avis, des cessez-le-feu locaux qu'il aurait fallu privilégier. Mais 2003 est une catastrophe. Mais 2003 n'est pas une catastrophe parce qu'on instaure, entre guillemets, la démocratie en Irak. 2003 est une catastrophe parce qu'on instaure un système militaro-confessionnel en Irak, où les Américains, qui pourtant, vous connaissez la position de la France, on les avait pourtant un peu mis en garde sur le jour d'après, et on s'est rendu compte avec effarement que, comme pour Trump aujourd'hui, en fait, ils n'avaient rien. Pas de plan secret ou pas secret, ils n'avaient rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le pire de l'expérience coloniale britannique et le pire de l'expérience coloniale française. En amalgamant donc la façon dont les Britanniques s'étaient comportés en Irak avec le système de répartition communautaire des Français au Liban. Et donc, sauf qu'ils l'ont créé pour 3 groupes, sunnites, chiites et kurdes. Ce qui est largement l'explication pour laquelle les groupes qui n'y sont pas cherchaient l'erreur, les chrétiens, les arméniens, les assyriens, les turkmènes, les yézidis, sont peu à peu écrasés par cette machine infernale. L'invasion américaine de l'Irak a été un grand soutien pour Bachar al-Assad, parce qu'elle a d'abord, elle a amené des centaines de milliers de réfugiés irakiens en Syrie, qui ont dit à tous les Syriens, vous savez, quand on a un dictateur, il faut peut-être mieux le garder, parce que vous voyez ce qui se passe. Donc, je pense que tout ce qui s'est passé en 2011 aurait peut-être, bon, on peut faire de l'Uchronie, pu se passer plus tôt, s'il n'y avait pas eu l'invasion américaine de l'Irak pour consolider le régime. Et puis, l'invasion américaine de l'Irak permet à Bachar el-Assad d'avoir en main les djihadistes irakiens qui ont besoin de la base arrière syrienne, et on sait à quel point ça va lui être utile ensuite contre la révolution syrienne, même si après les djihadistes ont vécu leur propre vie de manière autonome. Donc, ce n'est pas la peur de ce qui est arrivé en Irak qui a joué en Syrie, vu qu'en Syrie, c'était justement tout le contraire de ce qui était arrivé en Irak, c'était une contestation, puis une révolution locale, indigène, pas du tout une expédition étrangère d'invasion. Et d'ailleurs, les Syriens n'ont jamais souhaité cela. Ils voulaient les moyens pour se libérer par eux-mêmes. Ils ne voulaient pas que d'autres fassent la guerre pour eux. Mais on voit à quel point ça a joué dans le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, avec en plus ce fait que les malheureux Syriens payent l'addition pour tout le monde. Ah, on ne peut rien faire en Syrie, regardez l'Afghanistan. Ah, on ne peut rien faire en Syrie, regardez l'Irak. Ah, on ne peut rien faire en Syrie, regardez la Libye. Ben voilà, on ne peut rien faire en Syrie, puis voilà le résultat. Une espèce de trou noir qui, non seulement est une abomination pour la population qui y vit, mais en plus est une véritable machine de diffusion du terrorisme d'une part, des vagues de réfugiés d'autre part dans le monde entier. Donc non seulement ça ne reste pas contenu en Syrie, mais c'est normal. Là aussi, on voit, non seulement ça ne reste pas contenu en Syrie, mais plus la crise syrienne s'aggrave, plus les tensions internationales autour de la Syrie s'aggravent. Et ça, c'était inévitable parce que, je ne l'ai pas rappelé, mais la Syrie est un carrefour.
Et la Syrie est carrefour. Donc rien de ce qui arrive en Syrie ne peut rester en Syrie. Si cette civilisation a pu nous arriver de Syrie, c'est parce que justement la Syrie diffusait les différents messages que j'ai évoqués et bien d'autres choses. Et donc aujourd'hui, on voit bien que l'horreur de Syrie, elle se diffuse aussi. Et c'est pourquoi j'essaye dans ces travaux de restituer la part universelle de notre histoire syrienne et la part syrienne de notre histoire universelle, afin de mieux percevoir l'enjeu de ce qui se passe là-bas, parce que je crois que l'action en Syrie ne doit pas être faite pour aider les Syriens, alors encore que ce serait un motif, à mon avis, légitime et suffisant, mais elle doit être faite pour nous aider nous-mêmes, pour que justement cette barbarie ne reste pas. Ce qui me permet de suivre, c'est-à-dire que moins on a d'espoir politique, plus on a d'aspiration millénariste. Ça, c'est assez, c'est presque mécanique, ce phénomène de vase communicant. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, les processus politiques ont été broyés par la vague contre-révolutionnaire qui a suivi les soulèvements démocratiques de 2011 et par le fait que le djihadisme a été encouragé soit activement, soit passivement, par ces différentes forces contre-révolutionnaires. Et donc, on voit à quel point la réactivation de ces mythes, aussi bien chez les chiites que chez les djihadistes, est frappante. D'ailleurs, on ne fait pas assez le parallèle. Quand on regarde un peu les vidéos des milices des uns et des autres, en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. D'abord, ils ont le même look. Cheveux un peu longs, le bandeau. Sauf que les uns ils disent Ali, Hussein, et puis les autres ils disent Ahl Sunna, le Khalifa, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est les mêmes pratiques et c'est les mêmes imaginaires qui s'entrechoquent et dont on voit bien qu'ils broient les peuples réels et les pays concrets. Mais je suis convaincu que si on rouvre l'horizon politique, eh bien, on dégradera la capacité d'attraction de ces mouvements millénaristes, qu'ils soient sunnites ou chiites. Il est très frappant de constater que ces angoisses millénaristes sont combattues par les clergés, qui voient bien que d'une part, c'est une contestation de leur monopole professionnel, parce que c'est quand même à eux de définir le calendrier, entre autres, de la fin des temps, mais aussi parce que il y a une subversion radicale dont on voit qu'elle peut porter vers les totalitarismes les plus effrayants. Le plus effrayant aujourd'hui étant bien sûr celui de Daesh. Merci pour cette présentation très importante. Ma question, quel est le rôle de la Russie dans la crise syrienne ou dans le conflit syrien, sachant que l'Iran il a sauvé le régime au premier moment et en deuxième instance c'était la Russie. C'est ma première question. Ma deuxième question, si vous croyez à une solution en Syrie, est-ce que ça serait une solution syrienne, ou il faut négocier les Russes? Merci. D'autres questions? Monsieur là-bas. Excusez-moi de la banalité de la question, vous l'avez dit en partie auparavant, mais on dénie souvent aux pays arabes actuellement le fait d'avoir une conscience nationale, notamment pour la Syrie. Et j'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Même chose pour l'Irak, notez bien. Il est souvent dit dans la presse que c'est des pays artificiels. Les frontières de la Syrie actuelle sont des frontières artificielles, il n'y a aucun doute. La conscience nationale, elle prouve justement par sa résilience, j'ai rappelé quand même, c'est un des rares pays au monde qui a été absorbé dans un pays qui pesait démographiquement plusieurs fois son poids, l'Égypte. Et en même temps,
elle en est ressortie encore plus syrienne. La conscience nationale syrienne, elle se déploie tous les jours, hein, dans la façon dont les Syriennes et les Syriens essaient d'emporter un peu de leur pays sur les routes de l'exil, et dont moi je suis contacté par des réfugiés, là encore de toute origine, et souvent par des jeunes étudiants. Ils veulent tous faire une formation qui contribuera à la reconstruction de leur pays. Donc ils se projettent dans un ailleurs où leur pays existe de nouveau. La fierté d'être syrien, fondée souvent sur la conscience de cette histoire, dont je n'ai rappelé que 4 épisodes, est très présente. Donc tous les colonisateurs du monde, tous les envahisseurs du monde ont toujours dit que les pays qui colonisaient ou qui envahissaient n'avaient pas de conscience nationale et que c'était un rassemblement de tribus. Ça, c'est aussi vieux que l'oppression impériale, hein. Et on voit la démonstration par l'absurde et par le sang de ce présupposé tous les jours en Syrie. Et j'insiste sur les 3 étoiles, parce que les 3 étoiles étaient opposées, donc dans une revendication d'unité nationale, à une France qui, à l'époque, était quand même, avec l'Angleterre, un des 2 empires les plus puissants. Et les Syriens ont surmonté cette épreuve, qui a duré plus de 2 décennies, en maintenant leur unité nationale, alors que la France avait créé un État des Druzes, un État des Alaouites, parfois à un moment même un État d'Alep et un État de Damas, hein. Alors ils ont perdu Antioche, qui a été cédé à la Turquie en 1939, en violation de tous les engagements du mandat, mais les frontières qui sont restées, eh bien, ce sont les frontières dans lesquelles ils se battent aujourd'hui. Et là, de manière plus générale, toutes les frontières sont artificielles. Des vraies frontières naturelles, il y en a quand même extrêmement peu. Et on voit bien qu'à partir du moment où, dans ces frontières-là, on se bat pour sa liberté, eh bien, la conscience nationale, elle ne peut que se renforcer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. C'est différent de l'Irak, non pas parce que je nie le nationalisme irakien, mais parce que les Américains ont créé une bombe à retardement avec un système tripartite basé sur les milices et sur l'exclusion. Moi, je crois que les Syriens si on veut arriver à un règlement, il faut redonner un espace aux Syriens pour négocier entre eux. Donc il faut paradoxalement désinternationaliser. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait ne fait qu'aggraver, d'ailleurs on le voit bien, hein, c'est-à-dire à chaque Genève, on a Genève 5, oui c'est ça, à chaque Genève c'est encore pire qu'au précédent Genève, hein. C'est pas la faute de Genève, hein, loin de moi cette idée, mais on voit bien qu'on valorise les intervenants extérieurs, ou on valorise les Syriens installés à l'étranger, et du coup, on participe de ce qui est au cœur, à mon avis, de cette tragédie, aussi bien du côté d'Assad que de Daesh, qui est la négation du peuple syrien, hein, la négation physique, donc évidemment la négation de ses droits, la négation de ses aspirations, mais tout simplement sa négation en tant que peuple sur sa terre. Et d'ailleurs, la moitié des Syriennes et des Syriens ont été forcés de quitter leur terre, hein, qu'ils soient déplacés à l'intérieur de la Syrie, il y en a quand même plus de 6 millions, ou qu'ils soient réfugiés à l'extérieur, il y en a quand même 5 millions, le tout sur 22 millions d'habitants. Donc on voit un processus où, à chaque fois que... je ne vais pas juste mentionner Genève, on peut aller au Kazakhstan, à Astana par exemple, et vous voyez que vous avez beau mettre la Russie, la Turquie et l'Iran autour de la table, eh bien, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ça ne marche pas. Les cessez-le-feu qui marchent sont ceux qui sont conclus entre les parties au conflit.
Et on voit bien qu'on fait exactement le contraire, qu'on internationalise, on délégitime les Syriens, on favorise les interventions étrangères. Je mentionnerai quand même l'Amérique avant la Russie, non pas parce que je les mets sur le même plan en Syrie, mais sachez que depuis que M. Trump est à la Maison-Blanche, il a doublé le nombre des militaires américains sur le sol syrien, de 500 à 1 millier. Et que ces gens-là font aujourd'hui des rotations d'hélicoptères sur un barrage à proximité de Raqqa et sont engagés au sol dans des opérations de combat. Donc, je ne crois pas que ça aille forcément dans le bon sens. Et toute cette idée que les Syriens ne pourraient pas se libérer par eux-mêmes, alors qu'à Raqqa, donc le bastion de Daesh, la population n'en peut plus de cette oppression. Et elle ne demanderait qu'à se soulever. Or, au lieu de lui permettre de se soulever, on la bombarde encore plus. Et donc, on la coince dans l'étau entre Daesh et Assad. Alors, donc, je pense que j'ai répondu à... On peut aller négocier avec la Russie ce qu'on veut. À mon avis, ça ne changera pas grand-chose sur le terrain. Regardez d'ailleurs de nouveau Trump. Trump fait toute sa campagne électorale pour dire Obama est nul, moi au fond Poutine je l'aime bien, c'est quelqu'un de sérieux, on va pouvoir s'entendre avec lui, notre objectif commun c'est le djihadisme, donc là désormais maintenant c'est clair, il ne demande plus le départ d'Assad. Bon. Mais est-ce que Poutine veut négocier avec les États-Unis? Non. Pourquoi Poutine intensifie de manière abominable l'offensive sur Alep pendant les derniers jours de 2016, c'est parce qu'il ne veut pas négocier Alep avec Trump. Il veut prendre Alep tout seul. Donc, là encore, bon, on peut sans doute négocier avec la Russie sur beaucoup de choses. Sur la Syrie, je ne vois pas trop, parce que c'est la question d'Orient d'aujourd'hui, la question de Syrie. Donc j'ai évoqué Lamartine et la question d'Orient du 19e siècle. Et Poutine a construit tout son nouveau statut sur la scène internationale, sur la Syrie. Il faut voir que quand la guerre, ou plutôt quand la révolution éclate, puis qu'elle va se militariser et donc se transformer en guerre civile, il ne faut jamais oublier ça. La dynamique révolutionnaire, elle est toujours là. La base de Tartous sur la Méditerranée est pratiquement vide. Donc on prend la cause pour l'effet. C'est-à-dire que Poutine va réactiver cette base pour soutenir le régime Assad. Et c'est par le soutien du régime Assad qu'il va redevenir un acteur majeur. Et on peut même dire celui qui donne le ton, donne le là dans cette région du monde. Et il y a un lien, à mon avis, évident entre la reculade d'Obama en août 2013, quand il refuse de sanctionner l'utilisation des armes chimiques par Assad, et la décision de Poutine, quelques mois plus tard, d'annexer la Crimée, parce qu'il a parfaitement compris que cette administration-là ne fera rien. Et donc, Poutine mène depuis le début en Syrie, essentiellement, mais pas uniquement en Syrie, une guerre froide à sens unique. Donc, à la surprise générale, il va de victoire en victoire. Vu qu'évidemment, en face, il n'y a évidemment aucun répondant. Donc, pour l'instant, pour la Russie, la Syrie est un succès incontestable. Et donc, elle ne voit pas pourquoi elle s'en retirerait. Mais, ce faisant, elle s'est enlisée en Syrie, pas comme les Américains au Vietnam ou comme l'URSS en Afghanistan, mais s'est enlisée politiquement. Parce qu'elle s'est, en fait, livrée à un président Assad qui est incapable de la moindre concession.
Donc je prends cette métaphore qui n'est pas très élégante mais qui est la réalité. Il faut imaginer une table de poker. Hein. Souvent on dit les Russes jouent aux échecs, les Américains au poker. Bon, là, la Maison-Blanche, je ne sais pas quoi elle joue. Mais je pense que Poutine a plutôt joué au poker. Et il a tout cet argent sur sa table. Mais pour se retirer, il faut qu'il obtienne une concession d'Assad qu'il n'obtiendra jamais. Donc, il a gagné, il s'est lié. Et ce que j'essaie de montrer dans le miroir de Damas aussi, c'est que ce n'est pas le premier impérial en Syrie qui croit qu'en Syrie, il est devenu le maître du monde et qu'en fait, en Syrie, il s'est livré aux mains des acteurs locaux et en l'espèce Assad. Sans faire de pronostics sur les prochaines élections présidentielles, si je vous écoute bien, donc les prochaines élections présidentielles en Syrie, en France, sur le dossier syrien, Poutine va continuer à jouer seul. De toute façon, vous savez que Poutine s'est clairement invité dans la campagne présidentielle française en recevant Marine Le Pen au Kremlin. Donc, il a, de manière absolument obscène et scandaleuse, désigné qui était son candidat préféré en France. Et comme par hasard, c'est le candidat qui est le plus pro-Bachar en France. Mais est-ce que les autres candidats ont une vision claire un petit peu de cette sortie de crise et éviter les reculades que vous avez évoquées? Dans le livre, vous parlez même de la reculade de François Mitterrand, le 26 novembre 1983, après avoir été humilié par les Syriens et le Hezbollah, et qui décide quand même d'aller à Damas pour faire la paix avec Hafez al-Assad. Écoutez, on verra il est certain qu'aujourd'hui, là, c'est plus de la reculade, c'est la débandade générale de la communauté internationale sur le dossier syrien qui fait que les principes de droit fondateurs, les principes de droit humanitaire, on est quand même à Genève, ont tous été piétinés, continuent d'être piétinés, mais de manière systématique, sans qu'on ne désigne même plus le responsable. C'est pas seulement qu'on ne le sanctionne pas, c'est qu'on ne veut même plus dire son nom, parce qu'il y a quelqu'un au Conseil de sécurité qui peut mettre son veto dès qu'on appelle un chat. Dans cette débandade générale, moi, je ne veux pas faire cocorico, mais heureusement que la diplomatie française maintient les principes élémentaires qui, à mon avis, renvoient au seul avenir de la Syrie, donc au seul espoir de stabilisation pour la région, qui est une troisième voie entre Assad et Daesh. Si on s'appuie sur l'un en prétendant combattre l'autre, on ne fera que renforcer les deux monstres. Donc j'ai bon espoir que mon pays continue à défendre la voie de cette raison, quels que soient les invités du Kremlin. En tout cas, j'espère que ce livre, ce miroir qui fait appel à des séquences historiques très importantes, contribuera à réveiller un petit peu nos consciences face à une impuissance totale, face au drame syrien, peut-être aussi parce que nos mécanismes actuels aujourd'hui ont montré leurs limites. Et je pense que relire un petit peu ce livre-là, qui va nous plonger un petit peu dans une histoire où s'entremêlent nos vies et les vies des Syriens, pourra peut-être faire quelque chose. Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Filot, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous.